pouvez nous introduire les problématiques du colloque et je passe tout de suite la parole à Véronique. Bonjour. Donc, je suis très contente que vous soyez tous présents pour ce colloque qui, en fait, est le fruit d'un long ou un moyen processus de réflexion, puisque ça fait 2 ans que, dans le cadre du colloque, nous avons animé un séminaire sur la question des relations entre la démocratie, le contrôle de constitutionnalité et les droits de l'homme. Et donc nous avons eu l'idée d'intégrer ce programme dans une ANR dont a pu bénéficier le Centre national d'analyse du droit, et donc ANR qui est dirigée par Olivier qui est là aujourd'hui présent à côté de moi. Du nom de néo-rétro. Alors dans ce mot, ceci très analytique, se cache l'idée de repenser, ça c'est la version rétro, l'idée de constitutionnalisme, mais également de se projeter et d'étudier ce qui, dans beaucoup d'États maintenant, en Amérique latine, en Italie, en Espagne, en Allemagne, est appelé néo-constitutionnalisme, c'est-à-dire une nouvelle forme de constitutionnalisme, notamment liée au renouveau du contrôle de constitutionnalité et à la place qu'il a pu prendre depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Avec Jean-Marie Lanquin, en réfléchissant, nous nous sommes dit que c'est une nouvelle façon d'envisager le constitutionnalisme, interroger directement le concept de démocratie, un concept qui lui-même est beaucoup interrogé, notamment par les juristes. S'il existe d'innombrables ouvrages contemporains en philosophie, en sociologie, sur la question de la démocratie, depuis quelque temps, toujours difficile de dater, mais disons une vingtaine, trentaine d'années peut-être, le concept de démocratie était resté un peu aux outils. Donc, c'est de ce constat que l'on est parti, et en se disant que, évidemment, la tâche n'est pas très facile, puisque il est en effet assez complexe, compte tenu de ses usages multiples, de ses différentes significations que le concept a pu acquérir au fil du temps. Il est difficile aujourd'hui de penser la démocratie. Alors les causes sont multiples, mais les unes donc apparaissent immédiatement. On peut dire que, comme je l'ai suggéré, la démocratie c'est à la fois un concept sérieux, mais aussi un slogan qui est mis à toutes les sources, à toutes les anamorphoses. Par le mot, on entend parfois les sociétés, on désigne parfois l'organisation de société, on désigne aussi parfois les institutions, les acquis ou les revendications. La démocratie peut être un programme, ou au contraire un programme que vous voudrez réaliser, ou au contraire un horizon inaccessible, un paradis perdu. Et on peut voir aussi de la démocratie une fin au sens du terme de l'histoire. Donc il y a beaucoup d'interrogations qui se posent, et justement, dès lors qu'il n'est pas possible d'affirmer ce que c'est la démocratie, car la démocratie c'est ça, eh bien, peut-être le premier moyen que l'on peut se donner en tant qu'enseignant-chercheur pour réfléchir sur la démocratie, c'est de se poser des questions. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec toute une foule de questions, mais il y en a vraiment de nombreuses. Est-ce que la pratique est-ce que la démocratie, par exemple, se définit comme des idéaux, comme des pratiques? Est-ce qu'elle s'adresse à des peuples, à des collectivités ou à des individus? La démocratie est-elle le produit d'une civilisation particulière ou un modèle généralisable à toute culture? Et évidemment, ces incertitudes se multiplient dès lors qu'on accole les adjectifs à la démocratie, démocratie représentative, démocratie participative, etc. etc. Alors,
une des ambitions de ce colloque, c'est de s'interroger sur les raisons du chaos de ces significations. D'un côté, le mot est fortement chargé de valeurs, de connotations, qui, contrairement à ce qu'on suppose aujourd'hui, n'ont pas toujours été positives. Les vieux philosophes grecs ne redoutaient-ils pas que la démocratie se transforme en démagogie? Et les hommes du XVIIIe siècle, comme on le sait, ont pris souvent leur préférence pour un gouvernement mixte. D'un autre côté aussi, lorsqu'il peut être une piste de réflexion sur les chaos et la signification du terme de démocratie, le mot a toujours été entouré d'ambiguïté. Quel que soit le caractère d'un régime, ses partisans le qualifient de démocratique, alors que les adversaires lui dénient cette qualité. Donc la démocratie, sa préservation ou sa restauration, devient finalement un terme commode qui permet de justifier toute forme de discours et toute action des plus diverses. Et s'il est vrai qu'en cédant un cynisme ou un relativisme extrême, on peut attribuer aux démocraties n'importe quelle forme d'organisation, on peut aussi admettre qu'il peut y avoir de bonnes raisons de dénoncer le camouflage qui est alors en cours. Donc il est apparu indispensable d'essayer de sortir de la confusion, mais en ce domaine, comme dans bien d'autres, le chemin le plus sûr n'est pas forcément celui qui vient immédiatement à l'esprit. Fait-on en effet progresser le débat en se demandant quelle est la vraie démocratie? Quelle serait la vraie démocratie en l'opposant aux diverses contrefaçons ordinairement commercialisées sous ce label? Ces diverses versions, nombreuses et incompatibles, possèdent un seul point commun. Chacune se donne pour la seule et sa vérité disqualifie toutes les autres. Aux yeux de ses défenseurs, la démocratie procède non d'une analyse du réel, mais d'une saisie immédiate de l'essence de la démocratie. L'illumination court-circuite toute démarche argumentative et rationnelle. Elle dispense de toute enquête conceptuelle ou empirique. Autrement dit, on est psychologiquement dans le registre de l'acte de foi et logiquement dans celui de la pétition de principe. Le raisonnement ainsi construit ne peut produire que des déductions à partir du mot démocratie qui seront sans doute cohérentes, mais qui n'auront pas fait avancer la connaissance, puisque en général, on parle de définition du terme démocratie pour prouver que le raisonnement arrive à la définition de départ. Cette méthode présente cependant un mérite paradoxal qui est de suggérer à contrario un chemin, partir non de ce qu'est la démocratie, de ce qu'elle devrait être, mais analyser à l'inverse ce que recouvre le mot aux yeux de celui qui l'emploie. Bref, il s'agit de renoncer à la croyance d'une essence de la démocratie, ou de ce qu'elle serait vraiment, pour s'engager dans une analyse de l'usage des mots, une démarche analytique, comme on le dit, à Nanterre. Il importe de bien remarquer qu'une telle démarche n'a rien de relativiste. Elle ne postule pas que tous les endroits se valent et qu'il suffit de qualifier n'importe quoi de démocratique pour modifier la signification du terme. Elle vise à montrer que si l'on reste la généalogie des notions avec les sophismes et camouflages divers qui la manipulent, on peut reconstituer leur signification de manière moyenne, ainsi que la dispersion et la logique de leur variation. Après ce moment de déconstruction, je repasse la parole à Jean-Marie qui va être beaucoup plus constructif que moi. Alors, pour atteindre l'objectif que vient d'évoquer Véronique, je pense que l'enquête qui en procède doit comporter deux dimensions. Une dimension historique et une dimension juridique. Une dimension historique d'abord, parce qu'une partie de la confusion qui entoure l'idée de démocratie provient, me semble-t-il, d'une illusion d'optique. Celle-ci trouve sa source dans une tendance de l'esprit humain à projeter anachroniquement
dans le passé les représentations actuellement dominantes, en particulier quand elles sont fortement chargées de sentiments et de valeurs. Cette erreur conduit à élargir la notion de démocratie, ce qui lui enlève sa spécificité et rend a priori difficile les distinctions entre elles et des notions proches mais différentes. Il est en effet courant aujourd'hui de dire que la démocratie, et ici je mets le mot entre guillemets, commence en 1789 ou en 1875. Or, quelle que soit l'importance symbolique de ces dates, il est hors de doute que ni l'égalité devant la loi, ni la République ne sont la démocratie. Il est d'ailleurs frappant que dans les deux cas, le courant dominant qui imposa ces changements, sur lequel je ne reviendrai pas, ait explicitement révisé la démocratie. Sieyès fit l'éloge du gouvernement représentatif conçu comme le contraire de celle-ci, et les lois constitutionnelles de la Troisième République sont agencées de manière à ce que cette République soit conservatrice, c'est-à-dire oligarchique. Certes, on admet le suffrage universel, au sens de l'époque, c'est-à-dire masculin, pour l'élection des députés, mais celui-ci est contrebalancé par le pouvoir de veto du Sénat. Bien que la démocratie récusée ne se confondit pas parfaitement avec ce que l'on entendra plus tard par là, ce refus signifie exactement ce qu'il entendait signifier, le refus de la loi du nombre. Le gouvernement, il voulait au contraire imposer le gouvernement d'une élite autoproclamée, éclairée certes, mais selon ses propres valeurs, dont il était seul juge. Une évolution lente va cependant, au cours de la Troisième République, conduire de manière insensible vers quelque chose qui ressemble à ce que l'on appellera ensuite la démocratie, mais celle-ci s'impose officiellement et sans restriction qu'après la Seconde Guerre mondiale. Triomphe d'ailleurs équivoque, puisqu'à ce moment existent deux modèles opposés de démocratie, entre guillemets. Deux modèles qui rivalisent férocement pour incarner la démocratie, entendez, la seule, la vraie, la bonne. D'un côté, il y a la démocratie dite libérale selon ses partisans, bourgeoise ou formelle selon ses adversaires, qui comprend le pluripartisme des élections concurrentielles et qui garantit au grand principe les droits subjectifs des individus. De l'autre, la démocratie dite populaire selon ses partisans, avec parti unique, élections qui se réduisent à un vote de communion, et où le droit, totalement instrumentalisé, ne protège en rien les individus. Mais ces régimes prétendent en revanche instaurer la justice sociale par l'égalisation des conditions matérielles et faire advenir, en améliorant le sort du plus grand nombre, les libertés concrètes sans lesquelles, comme l'a montré Marx, les libertés formelles sont des leurres. Là encore, il faut se garder des commodités de l'anachronisme. Le fait que ces thèses aient été balayées par la vague antitotalitaire ne doit pas faire oublier la réalité de cette concurrence. Dans les années 50, voire au-delà, les deux systèmes étaient vus comme possédant une cohérence, comme ayant des points forts, en apparence du moins, comme ayant une doctrine structurée et étant soutenue par des masses humaines prêtes à se battre, voire à mourir pour elles. Il en résultait des conséquences majeures. D'une part, la notion de démocratie occupait dans les débats idéologiques un rôle central, puisqu'elle était à la fois l'enjeu et l'instrument de la lutte. Lutte décisive mais indécise entre les systèmes rivaux. Non seulement la démocratie offrait un terrain privilégié aux confrontations et surenchères politiques, mais elle était regardée par les deux camps comme un acquis et comme un idéal mobilisateur. D'autre part, la pression de ce que l'on appelait à l'époque le camp socialiste, exercée sur les démocraties occidentales, avait pour conséquence de contraindre celles-ci à garder au centre de leurs préoccupations l'opposition entre riches et pauvres, seul clivage admis à produire du sens dans la logique marxiste, puisque moteur unique de l'histoire universelle. Cet équilibre relatif va, on le sait, se transformer lentement. La prise de conscience de la réalité soviétique va peu à peu triompher des illusions. Non seulement l'écart de niveau de vie entre les pays dits socialistes et capitalistes ne se réduit pas, mais il ne cesse de se creuser. Et d'autre part, la vérité se fait jour sur les horreurs du passé de la terreur stalinienne,
comme sur la médiocrité du présent, la grande noirceur quotidienne. Même si les libertés formelles n'apparaissent pas suffisantes, il devient difficile de ne pas les juger nécessaires. L'histoire s'achèverait donc, c'est ce que vous en savez généralement, comme avec un happy end, le pronostic sur lequel la liberté politique était la condition du développement économique se serait avéré. Le camp du bien règne sur le monde grâce à ces deux piliers, la démocratie pluraliste et l'économie de marché. L'efficacité de la seconde garantit la vertu de la première et réciproquement. Un peu plus tard, il est vrai, on s'apercevra que la Chine est en train de devenir la première puissance économique du monde, malgré ou à cause de son régime dictatorial. La fin de la concurrence entre les deux modèles et le passage de l'idéal du statut d'idéal à celui de projet réalisé, qui a donc affecté l'idée de démocratie, ont changé radicalement les choses. La démocratie devient essentiellement un article d'exportation, au nom duquel l'Occident peut continuer à donner des leçons au reste du monde. Le clivage entre riches et pauvres cesse d'être politiquement pertinent et se trouve remplacé par celui qui oppose groupe majoritaire et groupe minoritaire. Les victimes prennent la place des défavorisés. Le peuple cesse d'être la source de toutes les vertus et devient même, chose auparavant inconcevable, une référence négative, comme en témoigne la promotion du terme populisme. Et si on loue les mérites démocratiques du référendum national, c'est pour ne plus en faire usage ou pour le garder, pour éviter de rendre opératoire son ouverture à l'initiative populaire. Surtout, les nouveaux lieux de pouvoir, revêtus du crédit du savoir technique, comme les autorités administratives indépendantes, ou des vertus présumées de la sagesse, les juges de la constitutionnalité, sont promus pour garder la démocratie contre de nouveaux adversaires qui sont paradoxalement les institutions issues du suffrage universel, au point d'établir l'étrange concept de démocratie sans le peuple. Enfin, le dernier vestige des utopies du XXe siècle, l'écologie et la construction européenne, peuvent librement développer des logiques qui, quel que soit le jugement que l'on porte sur elles, ont pour point commun de placer leurs objectifs et leurs valeurs au-dessus des valeurs démocratiques. Donc, l'enquête historique montre les glissements de sens et la situation tout à fait différente qui est faite à cette notion à travers des conjonctures également différentes. Mais, deuxième point, l'enquête doit aussi être juridique. En effet, quelles que soient les vertus d'une réflexion philosophique ou psychosociologique sur la démocratie, celle-ci est d'abord, de peu à telle jusqu'à nous, un ordonnancement juridique. L'histoire montre clairement que les sociétés humaines ne sont pas spontanément démocratiques. Un ordre juridique et constitutionnel susceptible d'organiser et de garantir un certain type de relation au pouvoir n'est certainement pas suffisant pour faire fonctionner une démocratie, mais il est non moins certainement nécessaire. En appeler aux vertus civiques, déplorer leur perte, invoquer le rôle des médias ou l'individualisme des sociétés modernes, mot qui, comme vous le savez, passe pour avoir par lui-même une vertu explicative, je parle du mot individualisme bien sûr, tout cela ne sert à rien sinon à justifier une démission préalable, car une mobilisation citoyenne à la supposée possible et réalisée n'a d'efficacité et surtout de durée que si elle s'incarne dans des relais institutionnels. Les juristes ne peuvent alors qu'être sollicités pour réinvestir, si ce n'est se réapproprier, une partie de la réflexion sur la notion de démocratie qu'ils ont depuis près de 50 ans abandonnée à d'autres sciences sociales et humaines, voire aujourd'hui. Les mises en perspective par les sociologues, les politistes ou les philosophes des transformations de la démocratie, ses fondements, ses valeurs, ses formes, etc., donnent certes aux juristes de précieuses bases d'analyse pour repenser les mécanismes et les procédures juridiques réputées concourir à former le jeu démocratique selon l'expression de Norberto Bobbio. C'est néanmoins aux juristes qu'incombe la tâche d'ouvrir de nouveaux chemins juridiques pour offrir une alternance au mode de gouvernement oligarchique qui prévaut aujourd'hui.
Pour mesurer l'ampleur du défi, il n'est pas inutile de citer une formule de Georges Burdeau, écrite en 1957, dans une réflexion sur les techniques d'expression de l'opinion publique. Il déclarait ceci: le gouvernement du peuple par le peuple suppose que le peuple est invité à exprimer ses vues sur la conduite des affaires publiques. L'affirmation qui paraissait sans doute une grande banalité à l'époque, mais qui aujourd'hui fait figure de formule explosive, voire révolutionnaire, tant nous sommes loin aujourd'hui d'un système où le peuple peut exprimer ses vues sur la conduite des affaires publiques. Il est certain que s'il le pouvait, certaines situations, et pas seulement en France, ne seraient pas ce qu'elles sont. À cette question, comment aujourd'hui le peuple pourrait-il exprimer ses vues sur la marche des affaires publiques, la réponse que l'on donne habituellement, la réponse correcte, est de dire qu'il les donne par des élections. Mais il est vrai, évidemment, que tous les 5 ans, les citoyens peuvent congédier un clan pour le remplacer par l'autre. Mais est-ce vraiment là exprimer ses vues sur la marche des affaires? Les raisons d'en douter ne sont plus trop connues. D'abord, contrairement à l'époque où écrivait Burdeau, il existe une véritable solution de continuité entre le politique et le social. Elle se traduit par l'incapacité des individus concrets, et plus particulièrement des catégories défavorisées, à faire valoir leurs revendications. Il y a un demi-siècle, les forces politiques qui soutenaient celles-ci pouvaient les satisfaire partiellement au moins quand elles étaient au pouvoir, et exercer sur les autres partis une pression indirecte par le biais d'élections concurrentielles. Or, ces forces ont disparu, ont été marginalisées, ou se sont converties à des thèses différentes, voire opposées. Le ralliement des gaullistes d'abord, puis du Parti socialiste au néolibéralisme a joué dans ce sens un rôle majeur. Ces choix idéologiques s'inscrivent en outre dans un contexte qui en décuple l'effet. Les partis ne sont plus que des machines électorales. Les campagnes électorales se réduisent au rituel insignifiant de la communication politique. Il est plus facile, nous le savons tous, de trouver des slogans que des enjeux. Les médias, d'autre part, n'ont pas pris le pouvoir. Les forces politiques qu'ils soutiennent ne gagnent pas toujours les élections. Et les progrès des partis extrémistes se font contre l'opposition ouverte et déclarée des médias. Leur influence s'avère néanmoins déterminante, ils imposent leurs propres valeurs, car ils agissent comme des semi-conducteurs. Ils diffusent massivement les thèmes agréés par les propriétaires des organes de presse et des journalistes, mais bloquent ou diabolisent les autres. Les idées politiquement incorrectes se propagent certes, je viens de dire, mais elles sont par là même disqualifiées. L'opposition à ce système sert de repoussoir et travaille donc finalement au profit du système puisqu'elle légitime l'immobilisme. Il en résulte une défaillance chronique de l'offre politique, des questions qui mériteraient d'être posées, des thèses qui pourraient être débattues rationnellement, des thèmes qui seraient en phase avec les préoccupations et désirs de la population ne trouvent pas de porte-parole. D'où des alternances sans alternative. Les équipes au pouvoir changent, chacune ayant ses vedettes et ses figurants, ses mirobolants et ses comiques involontaires. Mais comme rien d'autre ne change, du moins dans le sens espéré par les citoyens, le rituel électoral perd ses enjeux matériels et symboliques. L'idée d'un rapport concret, bien que nécessairement partiel et relatif, entre les aspirations des citoyens et la politique suivie tend à disparaître. La dimension subjective de la représentation s'évanouit au profit de sa dimension objective et l'idée de démocratie a été perdue en route. Effacer l'opinion et la volonté du peuple, c'est revenir au régime représentatif de Sieyès, faut-il voir là un triomphe de la modernité. Je ne réponds pas à votre propre question, je vous laisse y réfléchir. Il s'agit, et je terminerai par là, il s'agit là de facteurs sociopolitiques pour une large part indépendants du cadre institutionnel. On ne saurait cependant, dans cette affaire, minimiser la responsabilité de celui-ci.
Au début de la Ve République, l'existence d'une majorité stable a été considérée comme un progrès démocratique, dans la mesure où elle permettait des choix clairs, tranchés, motivés, générateurs d'alternance. Mais avec le temps, cette opinion était d'ailleurs, je le dis en passant, celle, la thèse que défendait Teddy Carcassonne, et c'est pourquoi il a toujours défendu le régime de la Ve République. Mais on pourrait faire observer aussi qu'avec le temps, les inconvénients de ces avantages se sont manifestés. D'autant que les problèmes dont ils étaient censés constituer la solution étaient progressivement oubliés. Après plus d'un demi-siècle d'aventures parfois picaresques, le régime actuel paraît aujourd'hui stabilisé autour d'un équilibre où coexistent des règles écrites plus ou moins détournées de leur sens originel et un ensemble de pratiques mal justifiées mais bien rodées. Dans ce conglomérat peu harmonieux, la démocratie, et je mets toujours le mot entre guillemets, quand elle est évoquée, désigne autre chose, me semble-t-il, que le droit du peuple à exprimer ses vues sur la marche des affaires publiques. Alors juste avant de commencer le colloque, un petit mot sur l'organisation et sur quelques modifications. Donc la première journée que nous avons imaginée est consacrée plutôt aux interrogations philosophiques, théoriques et historiques sur la démocratie. Pour en fait revenir dans la deuxième journée, donc c'est la partie rétro, on va dire, de ce programme, pour aborder la partie néo le lendemain sur les nouveaux espaces de la démocratie, ces nouveaux procédés, avec un petit regret, peut-être oublier la question du tirage au sort, mais on ne pouvait pas tout non plus caser. Et donc ces interrogations sur ce renouveau des espaces démocratiques, évidemment, sont sous forme d'interrogation et pas d'affirmation, en s'interrogeant sur leurs possibilités. Sélection du programme d'aujourd'hui, ce matin, bon, il y a eu quelques modifications évidemment, mais donc, je voudrais juste vous dire comment on va s'organiser ce matin même. Donc en fait, le petit éclairage de bonheur de notre colloque, c'est que Marie-Joseph Berlitz, qui n'est pas là parce qu'elle vient d'accoucher, et donc du coup on n'aura pas son intervention. Et on commencera juste immédiatement avec l'intervention de Catherine Colomb-Terrel, qui ensuite sera suivie d'une discussion et d'une pause café qui a lieu en salle des commissions au premier étage. Nous recommencerons à 11h30 comme prévu, mais là il y a une nouvelle modification parce que Didier Mutélac, qui est professeur d'histoire ici, lui est malade. Donc en fait, c'est Michel Trambert dont on a fait